L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, Si on parlait du théâtre Prémol qui réouvre 4 ans après avoir été incendié, et de la vallée de la Romanche, berceau de l'hydroélectricité française. Et pour parler de ces sujets, je reçois Hélène Vincent et Donatien de Hot Clock. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes respectivement présidente et directeur de la MJC Théâtre Prémol, qui réouvre donc ce samedi après 4 ans de fermeture. On en parlera dans quelques minutes avec vous. En face, Céline Barbiero, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes chef de projet Romanche-Gavet chez EDF. Et à côté de vous, Anne Cailleul-Gerin, bonjour. Bonjour à tous. Historienne, Anne Cailleul-Gerin. Avec vous deux, on va partir à quelques kilomètres de Grenoble, dans la vallée de la Romanche, qui est la route d'accès aux montagnes de l'Oisans. Une route très fréquentée par ceux qui vont notamment dans les stations des Deux Alpes et de l'Alpe d'Huez. C'est une vallée qui a une image et une histoire un peu particulière. Alors avant de parler de son présent et de son avenir, on va se pencher un petit peu sur le passé. Anne, vous venez de sortir aux éditions Glénat ce livre, L'aventure de la Romanche, un patrimoine plein d'énergie en Oisans. C'est une vallée méconnue de pas mal de Grenoblois, on fait qu'y passer en général, mais c'est une vallée qui a un passé assez glorieux. Oui, c'est typiquement un endroit où les gens passent sans regarder, par contrainte. Et comme beaucoup d'endroits de ce type-là, quand on prend le temps de s'arrêter, de regarder et d'essayer de comprendre, on s'aperçoit que c'est un endroit absolument passionnant, par plein d'aspects, et notamment par son histoire sur ces derniers siècles. Il n'y a pas beaucoup d'habitants dans cette vallée. Quelques villages qui s'égrènent sur les kilomètres entre Visil et la vallée, le plateau de la vallée de l'Oisan qui s'ouvre un peu avant Alors Bourgoisan. c'est vrai que la basse vallée n'est pas très habitée, encore qu'elle l'a été beaucoup plus au temps où il y avait beaucoup d'usines qui fonctionnaient avec beaucoup de main-d'œuvre. Maintenant, voilà, c'est juste la voie d'accès indispensable, c'est la colonne vertébrale, et c'est aussi un lieu qui est habité depuis plusieurs millénaires. Alors c'est une vallée, on l'a dit, un peu austère. Là, on la voit sur la couverture plutôt attrayante, mais elle n'est pas aussi lumineuse que ça tous les jours. Et pourtant, ça a été une sorte d'Eldorado économique, notamment au XIXe siècle. Ben oui, la partie basse de la vallée, celle qui nous permet d'aller faire du tourisme sur les sommets, enfin sur les endroits où il y a des paysages qui parlent tout seuls. La partie basse, c'est l'endroit où le lit de la rivière est incliné, il est étroit, et donc il y a de l'énergie à récupérer. Et ça, les hommes l'ont compris très tôt. Donc ils ont commencé à l'utiliser comme partout dans les montagnes, avec des petits trous, des petits équipements. Et puis les choses se sont corsées avec les turbines, avec l'électricité. Et là, c'est parti pour le grand feu d'artifice. Ça a été le berceau de ce qu'on appelle la houille blanche, donc la production d'électricité avec la force des cours d'eau. Oui, un des berceaux. Un des berceaux. Oui, on va dire que c'est Ubeldon aussi. C'est dans la nurserie quand avec même. Avec Bergès. Voilà. En fait, c'est des choses qui se sont développées un peu partout. Mais il se trouve que là, il y a une histoire continue avec tous les aménagements qui évoluent sans arrêt, les adaptations, les usines qui fabriquent sans arrêt des choses différentes, et puis des populations incroyables. Vous dites que dans votre livre, on venait des 4 coins du monde, de Chine, de Russie, etc., pour travailler dans cette vallée. Ben oui, parce qu'il y avait besoin de beaucoup de bras. C'était des boulots difficiles, durs. Et c'était un endroit où, du coup, on allait chercher la main-d'œuvre partout où on pouvait en trouver et la faire venir à bas prix. Donc, c'est aussi un endroit où il y a eu des confrontations humaines et des histoires humaines assez passionnantes. Alors, cette électricité, ça a servi à faire fonctionner des usines. Il y avait beaucoup d'usines installées sur ces quelques kilomètres autour de la Romanche. On y fabriquait, par exemple, des obus, je crois, pendant la guerre. En fait, c'est comme dans beaucoup de vallées des Alpes, mais là, c'est vraiment le concentré, c'est le plus exemplaire. Ça commence avec le carbure de calcium pour faire du gaz acétylène et de l'éclairage, et puis c'est l'électrochimie, c'est l'électrométallurgie, les fontes synthétiques. On arrive à faire de la fonte sans avoir le minerai pour faire effectivement des obus pendant la guerre. Alors ça booste brutalement les productions, et puis l'aluminium, et puis le silicium.
Donc ça va jusqu'à aujourd'hui, parce que le silicium, c'est vraiment une production d'aujourd'hui. Il y a encore quelques usines qui fonctionnent. Absolument. Une des figures, en tout cas industrielles, c'est Charles Albert Keller, au début donc, du 19e siècle. C'est lui qui a été le premier à exploiter la houille blanche, en tout cas, de la Romanche. Il y a encore un vestige de son passage, c'est sa maison, le pavillon Keller, qui est certainement l'une des maisons les plus connues du département de l'Isère. On la voit là en image. C'est vrai qu'on peut difficilement passer à côté sans être marqué par son allure qui est tout à fait inhabituelle. Cette terrasse suspendue notamment. Voilà, ces deux avancées de maisons girafes qui surprennent à cet endroit-là. On se demande à quoi ça sert. Bon, voilà, effectivement, c'était un logement, mais c'était un logement pour tous les cadres. Et la famille Keller aussi, avec la possibilité de surveiller ce qui se passait dans les différentes usines. Donc c'est le patronat, les cadres à l'intérieur de la vie de la vallée et de l'usine. On voit à l'intérieur de la maison, aujourd'hui c'est une maison abandonnée, un peu fantôme. C'est un bien privé, effectivement, qui n'est plus habité et qui est en recherche de projet. Enfin, si jamais quelqu'un a envie d'acquérir une maison atypique dans un endroit qui l'est autant, tous ces vestiges d'une époque industrielle, dans ce livre, vous considérez que c'est un peu, je reprends votre terme, le Luxor de l'hydroélectricité, hein, la Romanche. Oui, c'est pas moi qui ai trouvé le terme, mais je trouve qu'il dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que c'est vraiment une vitrine incroyable pour comprendre comment, dans une vallée très étroite, vraiment de haute montagne, on a une aventure autour de l'énergie qui a amené une sédimentation d'histoires superposées qui se poursuivent encore aujourd'hui. Là, on voit des images de la centrale des Vernes, qui est une des 6 centrales encore en activité, qui date de l'époque de Keller. Oui. Absolument, elle a été inaugurée en 1918 pour donner plus d'énergie pour les fabrications de guerre, en partie construite par les prisonniers, donc c'est assez inhabituel, et faite également pour le tourisme. Et ça aussi, c'est pas très courant dans les équipements industriels. Alors cette centrale, d'ailleurs, je crois qu'on voit Céline sur ces images qui est en train d'observer les turbines. Elle est encore en activité, Céline, cette oui, centrale ? cette usine des Vernes, turbine toujours, comme on dit dans notre jargon d'hydraulicien, en fait. C'est-à-dire qu'elle est toujours exploitée et elle produit de l'électricité. Encore aujourd'hui, comme les 6 autres usines qui sont sur la Romanche. Tout à fait. Alors, plus pour longtemps, puisque ces usines vont être remplacées par une seule, beaucoup plus moderne. On parlait du Luxor de l'hydroélectricité pour le livre d'Anne. Pour rester dans la métaphore égyptienne, on peut dire que depuis 10 ans, il y a des travaux pharaoniques dans cette vallée pour justement créer cette usine qui va remplacer toutes ces centrales. Tout à fait. EDF a fait un choix assez ambitieux il y a quelques années, c'est de partir sur la construction d'un nouvel aménagement sur la Romanche, l'aménagement hydroélectrique de Romanche-Gavet, qui part de la fin de la plaine de Loisan au niveau de Livet, de Rochetaillé jusqu'à Gavet, et qui en fait, le but est d'optimiser cette chute qui a été utilisée depuis des siècles par les industriels, qui est de 300 mètres de chute avec un débit qui est soutenu par la fonte des neiges et des glaciers de Loisan. Et donc, pourquoi ce projet est ambitieux ? C'est parce qu'en fait, il est essentiellement souterrain. Donc, on a construit un nouveau barrage, une galerie d'amenée de 10 km de long et une caverne-usine qui a été creusée dans le massif de Beldon. Donc, il y a à peu près 600 000 tonnes de matériaux qui ont été extraits de la montagne pour pouvoir, après, re-remplir tout ça de béton ou de matériel pour pouvoir produire aussi plus d'électricité. On va produire plus 40% d'électricité en énergie renouvelable, puisque c'est avec l'eau de la Romanche, avec ce nouvel aménagement par rapport aux 6 usines actuelles. C'est un projet hors norme donc, qui a démarré il y a une dizaine d'années, qui est estimé à autour de 400 millions d'euros pour l'ensemble de l'investissement. Vous parliez de ce tunnel de 10 km, c'est ça, sous la montagne, sous le massif de Beldon ? Tout à fait, oui. Donc ce tunnel va permettre d'apporter l'eau de la Romanche jusqu'aux turbines. Et en fait, il a été creusé par 2 tunneliers. Donc ces tunneliers, qu'est-ce que c'est ? C'est des trains, des grands trains de 200 mètres de long, qui sont avec des wagons. Et on ensuite, le voit là, on voit ce tunnelier, on voit la tête qui c'est ça qui creuse, ça. Exactement, donc avec les molettes. Et donc là, c'est les grippeurs qui sont contre les parois de la galerie qui permettent d'avancer. Et donc, il y a une pression énorme qui est mise sur la roche. Et il y a jusqu'à 2 mégawatts de puissance qui fait exploser la roche. Et en fait, la roche c'est la petite pyramide avec que vous nous avez apporté, là, qu'on voit devant le livre. Et en fait, ça explose la roche avec une forme d'huître comme ça. Et donc, on a creusé avec ces 2 tunneliers qui sont partis chacun d'un côté, un vers l'usine de Gavet, l'autre vers le barrage.
et on a creusé ces 10 km de long. Donc en fait, quand il y a un tunnelier qui fonctionne, c'est à peu près 100 personnes qui se relayent en fait en 3-8, 24 heures sur 24. Donc c'est vraiment des conditions de travail exceptionnelles. Hein, avec, là, on revit, on va dire, les épopées industrielles, tout à fait, avec beaucoup de travailleurs passionnés, compétents et des esprits collectifs importants. C'était le plus gros, ça l'est encore, le plus gros chantier hydroélectrique en France de ces dernières années. Pourquoi avoir voulu enterrer notamment la centrale de production? J'imagine que c'est plus complexe pour vous que de le faire en extérieur. D'avoir des ouvrages souterrains, c'est complexe parce qu'en effet, la géologie, c'est aussi une matière très complexe, hein, parce qu'on fait beaucoup de détection en amont du chantier pour voir quelles roches on va avoir, mais après, la nature nous réserve toujours des surprises. Mais le choix de faire des ouvrages souterrains est essentiellement pour que demain, cette usine et ces aménagements ne se voient pas, et pour permettre, en effet, une fois qu'on aura mis en service ce nouvel aménagement, mi-2020, donc les centrales actuelles seront arrêtées et on pourra, du coup, et c'est pour ça qu'on travaille avec le territoire et avec les collectivités pour la requalification de ces aménagements. Et qu'est-ce que ça veut dire, la requalification? C'est-à-dire qu'il y a des aménagements où on est certain, par rapport à des projets du territoire, on va déconstruire des usines, on va déconstruire tous les barrages et les prises d'eau. Mais par contre, d'autres aménagements, comme bien sûr l'usine d'Everne, ce qui va être conservé, et aussi certaines conduites forcées ou des canaux qui vont être conservés pour pouvoir en fait faire circuler la voie verte demain de la Comcom de Loisan à l'intérieur. Donc en fait, le fait d'avoir cet ouvrage souterrain, ça permet d'imaginer un nouveau visage pour la Romanche et d'imaginer des nouveaux projets de territoire sur la Romanche. Il y a beaucoup d'entreprises locales qui ont travaillé sur ce gros chantier? Tout à fait, oui. Sur ce gros chantier, on a eu jusqu'à 300 personnes qui ont travaillé sur ce chantier, sur les 3 zones principales de travaux. Et il y a eu à peu près 640 entreprises qui ont travaillé. Dans ces 640 entreprises, il y a 400 entreprises qui viennent de la région Rhône-Alpes. Et parmi ces 400 entreprises de la région Rhône-Alpes, il y a 55 entreprises de la vallée de l'Oisan qui ont leur siège dans la vallée de l'Oisan. Et donc, il y a à peu près 30% des investissements qui ont été distribués aux entreprises de la région Rhône-Alpes. Le chantier est pratiquement fini. La mise en service est prévue l'été prochain, en 2020. Vous avez, je crois, commencé les premiers tests. Ça se passe bien? Actuellement, en effet, on a une grosse période de finalisation des travaux et surtout de test des différents matériels. On vérifie les performances de tout ce qu'on a prescrit aux titulaires, aux entreprises, pour vérifier que tous les matériels fonctionnent un par un et ensuite tous ensemble. Et une fois qu'on a fait déjà toutes ces vérifications, on ajuste les performances pour qu'elles correspondent à ce qu'on attend. Et ensuite, on va mettre en eau l'ensemble de la galerie d'amener, du puits vertical également qui a été creusé, et de tout ce qu'il faut pour apporter jusqu'aux turbines. Donc après, les turbines vont être mises en rotation avec cette eau de la Romanche pour pouvoir produire de l'électricité. Donc des étapes très importantes, une concentration importante de toutes les équipes pour vérifier tout ça. J'ai vu que ça produira 560 millions de kilowattheures. Moi, ça ne me parle pas trop. Ça représente quoi, par exemple, comme une ville comme Grenoble? Ça représentera l'alimentation de 230 000 habitants, qui est à peu près la moitié de la métropole. De l'agglomération. Exactement, de l'agglomération grenobloise. En électricité. C'est ça, c'est ça. Donc mise en service normalement pour l'été prochain si tout se passe bien. On le disait, cette installation s'inscrit dans une vallée plutôt austère où on n'a pas envie, pour l'instant en tout cas, de s'arrêter et de séjourner. Et l'autre volet de ce projet, maintenant que le chantier est terminé, c'est aussi d'aménager cet espace, ce territoire, pour qu'il soit peut-être un peu plus attractif. Alors, il y a quelques jours, vous avez inauguré une fresque sur l'un des équipements, un barrage, on la voit, là, réalisé par deux graffeurs grenoblois, hein, et Étienne Esnec. Oui, tout à fait. EDF a fait le pari de se dire pourquoi pas finalement introduire le street art, qui est un art du 21e siècle, dans la vallée de la Romanche, sur ce nouvel ouvrage. C'est le nouveau barrage de l'aménagement hydroélectrique Romanche-Gavet. Et en effet, Étienne Esnec de Mural Studio ont voulu faire un clin d'œil à Charles Albert Keller, justement,
et à tous ces industriels qui ont utilisé la puissance de la Romanche pour produire de l'hydroélectricité, parce qu'on voit donc cette vague qui sort des vannes, turbines, des vannes d'abord, et puis donc qui est rappelée ici. Et cette eau de la Romanche, en fait, fait tourner une turbine, en effet, qui a été faite en calligraphie. Et derrière, on voit les éclairs de l'électricité. Exactement. Et donc, en effet, ils ont mis en œuvre... c'est la première fois que ces artistes, en fait, peignaient sur un barrage et, en fait, en étant au-dessus de l'eau. Et donc, pour eux, c'était une expérience très chouette. Et pour nous aussi. Et on a fait ça, et cette idée m'est venue en fait en travaillant avec l'ensemble des parties prenantes sur le projet de redynamisation du Val de Livet dans le cadre de la requalification des aménagements, parce qu'en fait la voie verte demain de la Comcom de Loisan va passer au bord de ce nouveau barrage, et c'est vraiment de se dire comment on peut faire demain pour attirer, pour parler de la nouvelle page d'histoire qu'EDF écrit, avec la page, l'épopée d'histoire industrielle précédente. Alors, on voit des images de la voie verte qui, pour l'instant, existent sur le haut de la vallée, mais qui va se poursuivre jusqu'à Grenoble. Il y a du boulot quand même, Anne, pour rendre ce territoire attractif. Hein. C'est pas gagné. Il souffre quand même d'un déficit d'image depuis très longtemps. Oui, parce qu'il est austère, parce qu'il est minéral et parce qu'il est mal aimé, mais tout est possible. Et c'est vrai que l'idée de travailler avec les aménageurs d'aujourd'hui, avec la dimension touristique, de lier le patrimoine et l'aménagement, c'est quelque chose qui est aussi porteur. Et franchement, quand on prend le temps de s'arrêter, on est bluffé. Il faut prendre le temps de s'arrêter et puis de se plonger dans l'histoire de cette vallée grâce à votre ouvrage. Vous m'avez dit qu'il n'était pas exhaustif, qu'il y avait encore plein de choses à raconter. Oui, c'est juste pour donner envie. Bon, il y aura peut-être un deuxième tome. En tout cas, puis je remercie également Médéo, une entreprise du Grésivaudan, et Denis Steinberg qui nous ont fourni ces images du chantier d'EDF. On va passer de l'eau au feu, un autre élément, parce que le feu qui a malheureusement fait l'actualité ces derniers temps à Grenoble a sévi il y a 4 ans au village olympique, puisque le théâtre Prémol a été victime d'un incendie criminel en avril 2014. Hélène Vincent, vous étiez déjà présidente à l'époque de la MJC Théâtre Prémol. C'était un incendie qui avait vraiment fait l'effet d'un électrochoc dans le quartier. Oui, c'était le 18 avril 2015. Effectivement, il y a eu beaucoup d'émotions suite à cet incendie, puisqu'en fait, c'était un équipement qui était reconnu par les habitants du quartier, par les acteurs locaux, qui était approprié, où il se passait beaucoup de choses. Et voilà, c'était... comme beaucoup d'incendies criminels complètement inattendus. Il y avait également une représentation qui se déroulait pendant l'incendie, donc où il a fallu évacuer des gens. Donc heureusement, suite à cette émotion, et tout le monde, tout le quartier, les acteurs culturels, les bénévoles et surtout l'équipe de la MJC Théâtre se sont mobilisés pour construire la suite. Il y a eu beaucoup d'incompréhension au moment de cet incendie. On a su qui étaient les auteurs finalement ? Non. C'est un incendie qui reste aujourd'hui non élucidé, comme on dit. Alors, 4 ans après, le théâtre va renaître de ses cendres, c'est l'expression consacrée. 4 ans, Donatien, ça peut paraître long pour reconstruire un petit théâtre. C'est pas péjoratif, mais on parle de 5 ans pour Notre-Dame. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là ? Alors la reconstruction n'a pas duré 4 ans, hein. La reconstruction a duré 1 an et demi cette dernière année-là, mais il y a eu le temps administratif pour faire des appels d'offres, pour tout ça. La commune qui est donc propriétaire des bâtiments a dû passer par des marchés publics, donc ça a généré avec des avis de plusieurs architectes qui ont concouru, et du coup le choix a pu être fait, et donc ça fait depuis juillet 2018 exactement que les travaux ont commencé en fait, concrètement, avec une pose de la première pierre qui a eu lieu le 8 novembre et donc une remise des clés le 20 juin. Voilà. J'ai quelques images justement de cette pose de première pierre où une capsule temporelle avec des mots des habitants a été enfouie dans les fondations, c'est ça ? C'est cela, oui. On voit là le maire de Grenoble qui met un mot, je ne sais pas ce qu'il met. C'est quoi ? C'est symbolique de Hélène, ce geste d'enfouir une capsule ? Oui, en fait, ce théâtre, c'est le lieu des habitants du quartier avant tout, mais des habitants aussi de Grenoble. Et en fait, c'était une manière aussi que chaque habitant puisse accompagner cette reconstruction et puisse donner un mot pour justement... voilà, il y a nous aussi une page qui se tourne, on va vers une nouvelle histoire, mais beaucoup de personnes avaient besoin de transmettre leur attachement, leurs émotions, leurs envies, leurs ambitions pour la suite. Et donc, c'était un moment un peu symbolique et un peu
peu privé en même temps, parce que c'est des mots qui sont personnels, qui n'étaient pas, publics. Et en même temps, on a qui ne le sont toujours pas. Et qui ne le sont toujours pas, qui ne le seront peut-être jamais d'ailleurs. Ils sont enfouis sous le théâtre. Si le théâtre a été fermé 4 ans, les projets artistiques donatiens ont continué pendant cette période. Bah oui, bien sûr, l'équipe a fait perdurer le projet, bien au contraire. On a aménagé une autre salle de la MJC en auditorium, qui a été aménagée avec l'aide aussi de la collectivité. Et ça nous a permis de continuer une programmation, alors à moindre mesure, dans une salle avec 50 places, hein, donc c'est pas 200 places comme le théâtre aujourd'hui. Mais du coup, ça a permis de continuer notre activité, et aussi avec un hors les murs, comme on dit, hein, c'est à la mode. Parce qu'on a travaillé aussi avec des salles dans l'agglomération et amené des habitants dans les salles de l'agglomération. Et je profite de ce moment pour souligner tout l'investissement, y compris d'Elisabeth Papazian, qui est la responsable du théâtre, et qui pendant ces 4 années a fait un travail remarquable, justement pour tenir le bout. C'est-à-dire, on savait qu'il allait avoir cette reconstruction, ça avait été annoncé, mais comme vous le dites, ça a été long. Et en fait, on savait très bien que dans des lieux, dans des quartiers comme les nôtres, si la culture s'efface, disparaît pendant un certain temps, pour reconstruire, pour retrouver le lien avec les habitants, pour leur permettre d'accéder à cette culture, de la pratiquer ou même de participer en venant, c'est très compliqué. Donc il fallait absolument garder ce lien avec les artistes, avec les habitants. Et en fait, il y a un travail très fin qui a été mené et qui a permis de donner le sentiment qu'il y avait encore un projet culturel fort dans cet équipement, alors qu'on n'avait plus de lieu d'accueil en tant que tel. Alors, les habitants du quartier du village olympique ou de Villeneuve qui se trouve à côté vont pouvoir découvrir ce samedi leur nouveau théâtre. D'ailleurs, l'inauguration est ouverte à tout le monde. Il a changé fondamentalement ce théâtre. Là, on voit les images du nouveau théâtre. Alors, fondamentalement, non. Hein, c'est les mêmes murs, le même toit. Enfin, le toit avait été refait suite à l'incendie, mais c'est le même volume, on va dire. Par contre, à l'intérieur, des aménagements qualitatifs ont été effectués. C'est-à-dire qu'on est monté en gamme dans le sens où la mise aux normes d'aujourd'hui a permis d'avoir, notamment au niveau technique du spectacle, des outils qui sont plus performants, plus faciles à manier, qui demanderont moins de personnel aussi, parce qu'on a automatisé certaines choses, et surtout une accessibilité, puisqu'on est sur des publics, nous, empêchés ou éloignés de la culture. Et on accueille pas mal de personnes à mobilité réduite ou qui ont des difficultés de déplacement. Et donc, le théâtre qui n'était ni accessible au niveau des loges, ni il n'y avait pas de place spécifique, a aujourd'hui un équipement spécifique d'accessibilité, que ça soit au niveau des loges pour des artistes qui seraient porteurs de handicap, ou pour le public qui est en nombre important dans le village olympique et Vigny-Musset, qui sont porteurs de handicap, avec lesquels on travaille d'ailleurs. C'est une petite salle de 100 places. Le défi, c'est de la remplir au moins à 50% avec vraiment les gens du quartier, Hélène. Oui, tout à fait. C'est une salle qui a toujours voulu être d'abord un lieu pour les habitants du quartier, pour tisser ce lien que j'ai exprimé tout à l'heure. Pour nous, la culture, c'est un moyen. C'est un moyen d'apprendre à se connaître, d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à s'épanouir, à être plus tolérant. Souvent, il y a des lieux comme ça, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de pousser la porte, que c'est pas pour nous, qu'on comprendra pas. Et donc, la manière dont on approche ce projet culturel, à savoir la proximité des artistes avec les habitants. En fait, on peut venir prendre un café avec un artiste, assister à une répétition publique et après aller au spectacle. Donc tout ça a été construit pour justement casser ces barrières. Mais bien évidemment, c'est un équipement qui a un rayonnement plus grand que le quartier. Et en fait, on le voit avec la programmation qu'on a pu mettre en place. En réalité, il y a beaucoup d'habitants de Grenoble, mais même hors Grenoble, qui fréquentent cet équipement et c'est heureux. Je demande souvent aux invités de venir avec un petit objet. Anne et Céline sont venus avec le même, le livre sur la Romanche. Vous m'avez parlé d'un trousseau de clés donatien. Ah oui, il est conséquent ce trousseau de clés. Là. Voilà. Vous ouvrez toutes les portes de Grenoble avec ça. Ça, c'est l'outil de travail du socioculturel en particulier, mais de Prémol tout à fait en particulier. Moi, j'avais rarement vu autant de clés. Ça veut dire qu'il y a des portes, mais ça veut dire qu'on les ouvre aussi, et c'est ça qui est important. Mais voilà, ça nécessite des professionnels, parce que pour connaître l'ensemble des portes avec l'ensemble des clés, c'est un défi. Et c'est que pour le théâtre de Prémol, hein, c'est pas pour Versailles, ça. C'est que pour la MJC et le théâtre de Prémol. Rassurez-moi, vous avez un petit pass quand même pour ouvrir tout quand... Eh bien non. Alors là, peut-être mettre un petit carton à celui qui a conçu ce système. En tout cas, l'ouverture pour le public, c'est ce samedi. Vous démarrez fort, Hélène, puisque ça démarre à 19h et ça va se finir à 8h du matin.
Alors le principe était simple, on est resté debout toute la nuit de l'incendie. Et donc pour la réouverture, Elisabeth Papazian tenait à ce qu'on reste debout toute la nuit également pour son ouverture et pour la culture, quoi. Donc toute une nuit de programmation avec une mise à l'honneur des pompiers qui sont intervenus et donc qui ont fait un travail très important et remarquable, et une mise à l'honneur de tous les artistes qui sont restés fidèles au théâtre Prémol pendant ces années plus difficiles et qui aujourd'hui nous font une belle programmation. Ah, il y aura beaucoup de spectacles au cours de cette soirée. L'entrée est gratuite, 200 places. Comment vous allez gérer le monde donatien? Alors, c'est une vraie question. Donc, on a prévu des retransmissions, parce qu'on ne pourra pas accueillir tout le temps tout le monde dans la même salle. Donc, il va falloir, on a diversifié nos espaces. Et donc, il y aura des retransmissions possibles. Donc, si vous ne pouvez pas rentrer dans la grande salle, et vous pourrez voir quand même les spectacles qui s'y passent. Et puis, il y aura une rotation qui permettra, lors des changements de plateau, tout ça, de rentrer ensuite. C'est sûr qu'il a fallu qu'on gère ça, parce qu'effectivement, il y a un afflux. On est à guichet fermé sur les premiers spectacles. Mais on va le gérer, on a prévu ça, les gens sont prévenus et on va passer un moment ensemble de fête. On va pouvoir se nourrir, on va pouvoir dormir sur place. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez venir pendant 12 heures. Par contre, pour le spectacle Richard III à 3 heures du matin, il reste de la place. Ce que j'allais dire, peut-être que voilà, sur la fin de nuit, n'hésitez pas à vous inscrire. 3, 4 heures du matin, il y a peut-être de quoi, ou vous vous réveillez tôt et puis vous allez faire un petit tour au théâtre Prémol avec les croissants. On va dire que ça, c'est la soirée un peu événementielle pour relancer le théâtre. Il y aura ensuite une programmation classique tout au long de la saison. Oui, il y aura effectivement une programmation qui repart avec 92 levées de rideaux, donc une programmation très ambitieuse pour cette première année qui montre également que cet équipement était attendu, donc à la fois dans le quartier, par les associations, mais aussi par les artistes. Donc on espère qu'on sera à la hauteur de ces attentes et des enjeux. Il y a une couleur dans la programmation artistique, ce sera essentiellement du théâtre? Non, il y a de la musique, il y a de la danse. La particularité, c'est la médiation. Comme je l'expliquais, c'est notre travail, c'est d'amener les gens à se rencontrer, que ce soit les artistes d'un côté, les spectateurs de l'autre, les habitants aussi. Et du coup, nous, on travaille beaucoup sur des temps de médiation, c'est-à-dire que chaque présentation, en fait, fait l'objet de médiation. Il n'y a pas de spectacle qui vient ex nihilo, brut comme ça. Tous les spectacles sont approchés, sont travaillés chez nous en général sur des temps un peu longs, 1 semaine à 3 semaines de résidence. Et ça permet de rencontrer les habitants, que ce soit au café ou à des moments plus opportuns. Au niveau des scolaires aussi, on travaille avec les écoles. Et c'est ce qui va faire la richesse, on va dire, de cette rencontre. Et c'est là-dessus qu'on mise. En plus, on a une nouvelle petite salle de pratique dans laquelle on va aussi permettre de croiser des artistes toute la journée qui vont venir travailler à d'autres moments. Et on espère que ça va créer une émulation positive de rencontres au sein de la structure pour les habitants du quartier. Peut-être finir dans la programmation sur une spécificité du projet culturel de la MJC Théâtre, c'est l'axe de création. C'est un groupe de jeunes qui est accompagné sur une création tout au long de l'année et c'est notamment ce spectacle qui va ouvrir cette nuit de réouverture samedi prochain. Voilà, samedi à partir de 19h, donc dans le quartier Village Olympique, le deuxième départ du théâtre MJC, de MJC Théâtre Prémol. Merci à tous les quatre. Nous, on se retrouve dès jeudi pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.